Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième vidéo, vidéo consacrée, comme je vous l'ai dit, sur la nutrition du sportif. Je remercie déjà pour la première vidéo parce qu'elle a été un petit peu faite à l'arrache, avec les moyens du bord, avec pas beaucoup de son, etc. Donc je vous remercie pour tous vos commentaires, pour vos likes également, les petits pouces bleus. Merci à ceux qui sont directement abonnés, ça fait vraiment plaisir. Donc bon, c'est le début d'une aventure, on va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, mon objectif, c'est franchement de vous apporter un peu de savoir et puis vraiment des choses qui vous permettent de trier parmi la foule d'informations qu'on peut avoir. Donc aujourd'hui, on va parler de la créatine. Donc c'est un sujet qui a été maintes et maintes fois vu, revisité. Il y a plein d'articles sur le net, on en parle aussi dans les vidéos. Donc bon, la créatine, on va voir différents points. Et puis vous verrez un petit peu plus clair sur cette fameuse molécule. Donc la créatine c'est quoi? C'est une substance déjà naturelle qu'on fabrique, d'accord? C'est issu de 3 acides aminés, donc la glycine, l'arginine et la méthionine. Ces 3 acides aminés là, donc forcément on les a via l'alimentation animale. Donc la créatine, on la fabrique naturellement. Donc les cellules musculaires, on fabrique à peu près 2 grammes par jour. On en consomme à peu près environ 1 gramme par jour. Un individu qui fait 70 kg par exemple va en avoir 120 grammes en stock. D'accord, 95% de cette créatine va être stockée dans les cellules musculaires. La créatine, en fait, quand elle va arriver dans l'organisme, dans les cellules musculaires, donc elle va rentrer dans la cellule, elle va être modifiée. Et en fait, on va lui greffer un atome de phosphate. Pourquoi on parle de phosphocréatine? Et la phosphocréatine, vous verrez qu'elle a une utilité très importante sur l'énergie cellulaire, surtout la première phase. Donc on va en parler. Là déjà, je vous parle simplement de la définition, d'accord? Cette phosphocréatine servira à régénérer l'ATP, donc adénosine triphosphate, qui est je dirais, la source d'énergie principale de toute cellule vivante. Voilà, déjà, on plante le décor. Au niveau historique, la créatine, c'est une substance qui a été très étudiée. Alors, il y a à peu près plus de 300 études qui parlent de la créatine. Il y en a environ 70% de ces études qui montrent des effets positifs, des effets significatifs de cette fameuse créatine. Et elle a été longtemps interdite en France, donc ça a un peu généré les foudres des pays en fait, voisins, puisqu'en fait, eux, ils l'autorisaient. Et ça a été assez vulgarisé avec notamment l'utilisation dans les sports collectifs comme par exemple le rugby. Donc maintenant elle est autorisée, heureusement. Donc la France a fait un petit peu, pas machine arrière, mais je veux dire, elle est revenue un petit peu sur sa position. Donc la créatine n'est pas une substance dangereuse, une substance diabolique qui pourrait nous transformer. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. On va parler du rôle, de ses rôles et de ses effets. Alors elle est intéressante pour les rôles, en fait elle est intéressante pour ses effets de courte durée. C'est-à-dire tout ce qui est sprint, tout ce qui est haltéro, tout ce qui est les sauts par exemple, d'accord, la musculation également. Donc explosivité, créatine égale effort explosif et de courte durée. Donc Johnny Boy, quand tu me dis que la créatine est intéressante pour les courses d'endurance ou pour les efforts d'endurance, je te dis non tout de suite. D'accord? En fait, les études ont montré que au niveau endurance, la créatine n'a pas d'effet, c'est quasi nul. Donc l'endurance, vous l'oubliez. D'accord? Explosivité, on est intéressé. D'ailleurs, ça fait partie des phases de l'énergie cellulaire. On pourra en parler dans une prochaine vidéo. Alors, donc pas d'effet sur l'endurance. Après, la créatine, il faut savoir qu'il peut y avoir des variations interindividuelles. D'accord? Les variations interindividuelles, c'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas réagir comme d'autres. 20% des individus sont insensibles à la créatine, et ça, c'est souvent lié en fait à la typologie musculaire, c'est-à-dire la personne va avoir un certain nombre de fibres de type 1 ou de type 2, ça c'est les fibres musculaires, d'accord? Les fibres de type 1, on les appelle des fibres rouges, qui sont à contraction lente. C'est vraiment pour les sports d'endurance parce que c'est très riche en fait en vaisseaux sanguins, d'accord? Donc elle a besoin d'oxygène, donc c'est surtout pour les phases aérobie. Et puis on a les fibres de type 2 qui sont des fibres blanches à contraction rapide,
très rapidement fatigables, qui là en fait sont très intéressantes pour les efforts explosifs, d'accord? Donc en fait un sprinter va pas du tout avoir le même type de fibre qu'un marathonien. Et donc forcément ces deux personnes vont réagir différemment en fonction de leur prise de créatine. Et sincèrement un marathonien n'a pas d'intérêt à prendre de la créatine. Éventuellement si une personne endurante utilisait la créatine parce qu'elle sait qu'elle va faire des phases d'explosivité, par exemple des sprints ou des sauts, des choses comme ça, d'accord? Là ça pourrait être éventuellement intéressant, on pourrait entrer vraiment dans la phase ok, ça peut avoir un effet ergogénique intéressant, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un des rôles, c'est le rôle clé de la créatine. Au niveau de la déplétion, c'est-à-dire lors d'un effort, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que lors d'un effort, la créatine, vous allez donc la déplétion de créatine, c'est-à-dire le fait que vous allez l'utiliser, va varier la durée entre 3 et 20 secondes. Donc c'est hyper rapide, c'est-à-dire que lors des premières phases d'entraînement, de contraction, dans les 20 secondes qui suivent, vous n'avez plus du tout de phosphocréatine en fait dans votre cellule musculaire, d'accord? Et comme je vous ai dit que la phosphocréatine va permettre la régénération de l'ATP, qui est l'énergie primaire de la cellule, de toute cellule vivante, et bien là, la fatigue va entrer en ligne de compte, ou alors vous allez rentrer dans d'autres phases d'énergie cellulaire. Donc cette première phase d'énergie cellulaire, ça peut paraître pour vous barbare, ça s'appelle la phase anaérobie alactique. Anaérobie sans air, alactique sans fabrication d'acide lactique. La régénération de cette créatine, c'est-à-dire quand vous faites, si je parle de musculation, donc vous faites un exercice, vous faites une série de 5 à 6 répétitions, ça va durer à peu près 20 secondes. Donc là, vous utilisez vraiment le stock de créatine de votre cellule musculaire. Vous n'utilisez pas d'autre chose, pas de glucides, voilà, rien d'autre. Vous utilisez que la créatine. Entre deux séries, comment ça se passe? Il faut savoir déjà que cette réplétion, d'accord, c'est-à-dire la régénération de la créatine, on va régénérer à peu près 80% de ce stock en 20 secondes. Okay, et ensuite, les 20% restants, ils vont être régénérés en 3 à 4 minutes. Okay, donc, ça, il faut le prendre en compte. Et en fait, la créatine est favorisée, enfin la régénération de la créatine est favorisée par l'effet, en fait, par plutôt le milieu acide. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, c'est assez court au départ. C'est-à-dire que la créatine, vous allez la régénérer juste après votre série et vous allez acidifier votre muscle. Et dans cette phase acide, la créatine va être largement régénérée. C'est pour ça que ça dure très peu de temps. En 20 secondes, vous avez 80% du stock de créatine qui est régénéré. Après, votre cellule musculaire va remonter doucement en pH. Et donc là, justement, la régénération de créatine va se faire beaucoup plus lentement. D'où justement ces 3 à 4 minutes qu'il faut pour régénérer le reste. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'aspect réplétion-déplétion. Comprendre un petit peu le mécanisme et l'effet fatigue. Ensuite, je pourrais vous parler aussi des différentes créatines qu'on rencontre. Parce que là, forcément, vous allez me poser la question. Vous me posez souvent la question au magasin. Donc, différentes formes de créatine. La créatine donc monohydrate. Pourquoi on dit monohydrate? En fait, la créatine monohydrate, c'est qu'on a rajouté une molécule d'eau, tout simplement. D'accord? La créatine, on a une formule. On a rajouté une molécule d'eau, ça s'appelle la créatine monohydrate. Donc, elle est sous forme monohydrate, en gélule, en poudre. D'accord? Et puis, vous avez d'autres formes de créatine. Alors, je ne vais pas faire tout un speech sur les différentes créatines. Mais vous avez par exemple la créatine éthylester, d'accord? Donc cette créatine éthylester, c'est une créatine qui est on va dire, très stable en milieu acide. Étant donné que votre estomac, vous avez un milieu très acide, donc en pH 2-3, eh bien, quand vous prenez de la créatine monohydrate, il faut savoir une chose, c'est que votre milieu acide va commencer à la dégrader. Donc en fait, vous n'allez pas assimiler toute la créatine. La créatine éthylester, par exemple, ou d'autres créatines estérifiées, sont des créatines qui sont un peu plus stables et qui rentrent beaucoup plus facilement, très rapidement dans la cellule musculaire. Quand une créatine rentre dans la cellule musculaire, qu'est-ce qui se passe? Elle va amener avec elle de l'eau, des molécules d'eau. Ce qui fait aussi, on me pose souvent la question, ouais, mais la créatine, la rétention d'eau. C'est vrai que la créatine peut provoquer de la rétention d'eau chez certaines personnes. D'accord? Et voilà, c'est parce que la créatine a cette faculté de rentrer dans la cellule musculaire, mais associée à des molécules d'eau. D'accord ? Donc ça va jouer aussi sur le volume, ça va jouer sur la masse, mais effectivement, vous allez avoir quand même beaucoup d'eau dans votre cellule musculaire. Et puis, vous avez une créatine aussi qui a été, dont il y a eu un brevet, c'est la créatine, la créalcaline. La créalcaline, c'est une créatine qui est brevetée. Bon, maintenant, beaucoup de marques la font. Et cette créatine, en fait,
et tamponnée, c'est-à-dire qu'elle va être résistante au milieu acide. Et là, justement, vous allez avoir un meilleur ratio d'assimilation de la créatine dans votre cellule musculaire. Donc voilà un petit peu les différentes formes de créatine. Après, je reviens aussi sur, moi ma créatine elle est mieux que la tienne, cette marque elle est mieux parce que, alors il faut savoir qu'il y a des labels ou des noms qui sont simplement marketing, d'accord? Donc il ne faut pas forcément se fier à ça. La créatine monohydrate, ça reste de la créatine monohydrate. Après, il faut connaître le laboratoire, bien sûr, il faut connaître la provenance, mais il n'y a rien de plus simple, donc on n'a pas besoin d'un label. Okay, si vous avez les chartes qualité de vos marques favorites, c'est parfait, avec la traçabilité, c'est ce qu'il faut. Voilà donc sur l'aspect différentes formes de créatine. Cinquième point qu'on va aborder, et la question qu'on m'a déjà posée, c'est ok d'accord c'est cool la créatine, mais par exemple si je la prends avec de la caféine, qu'est-ce qui se passe? Alors là je vous dis deux choses. La créatine, elle favorise l'entrée de l'eau dans votre cellule musculaire. La caféine, elle est diurétique, elle favorise la sortie de l'eau de votre cellule musculaire. Donc si vous associez les deux, en règle générale, il y a un effet antagoniste qui va s'opérer. C'est-à-dire que vous allez avoir une diminution des effets ergogéniques de la créatine en présence de caféine. Par contre, on peut associer la créatine et la caféine ponctuellement, ou par exemple, on a vu qu'il y avait des effets intéressants quand par exemple vous faites une cure de 5 jours de créatine en prise de 20 grammes à peu près, d'accord, pendant 5 jours, et ensuite, avant une séance, vous consommez environ entre 400, alors pour les personnes qui sont sensibles à la caféine, je déconseille bien sûr, hein, donc, mais vous pouvez consommer entre 300 à 600 mg de caféine avant votre activité sportive, et par le biais de votre charge de créatine que vous avez fait avant, là on peut avoir un effet ergogénique très positif. Mais l'association des deux est pas bonne. Et là, petite transition directe, c'est-à-dire comment prendre la créatine. Deux choses, la créatine vous pouvez la prendre de deux manières, soit sur une cure de 30 jours en prenant environ 5 grammes par jour, d'accord? Vous aurez les mêmes effets ergogéniques que par exemple si vous en prenez, vous faites une charge de 4 jours à 20 grammes et ensuite vous en prenez 2 à 3 grammes sur le reste du mois. Vous aurez à peu près les mêmes effets ergogéniques. Donc vous voyez que si pendant une cure de créatine, vous consommez beaucoup de café, il va falloir lever le pied. Parce qu'en fait, une grosse quantité de créatine que vous allez consommer va être éliminée. Autre chose, vous consommez de la créatine, d'accord, on la consomme via l'alimentation, comme je vous ai dit, 1 gramme par jour. Alors, petite précision pour les végétariens et les végétaliens, qui eux vont être en carence, enfin pas en carence, mais je veux dire, vont avoir des stocks plus difficiles à régénérer, d'accord. Donc, pensez à des cures ponctuelles de créatine si vous êtes en phase de force ou en phase de masse. Là, je parle des végétariens et des végétaliens, pardon. En règle générale aussi, dans l'alimentation animale, on a une quantité de créatine qui avoisine les 3 à 10 grammes par kilo de masse, de viande ou de poisson, parce que vous en avez dans le poisson, vous en avez dans le poulet, vous en avez dans la viande rouge. Vous n'en avez pas uniquement dans la viande rouge, d'accord? C'est vraiment dans tout tissu animal. Et pour revenir sur ces études, en fait, donc les végétariens et les végétaliens, attention. Vous pouvez également, par exemple, même quand vous consommez de la viande ou du poisson, vous pouvez les faire mariner. Pourquoi? Parce que la créatine, en fait, on va avoir une altération de cette créatine à partir de 95 degrés Celsius. Donc si vous faites trop cuire vos viandes ou vos poissons, bah, vous allez avoir un effet délétère, vous avez une diminution du taux de créatine. Bon, après, ça, c'est pas tellement important, puisque de toute façon, c'est pas via notre alimentation qu'on va charger en créatine. Et pour finir, petite ouverture sur l'étude de créatine. On a vu des effets potentiellement intéressants sur un effet antioxydant, d'accord, effet anti-inflammatoire également. Peut également jouer sur la régulation homéostasique du calcium, c'est-à-dire la concentration du calcium dans votre corps. Également pourrait avoir un effet intéressant donc, sur les lésions, sur la réparation des lésions en fait, des cellules intestinales. Donc ça, voilà, ce sont des études qui sont en cours. Donc vous voyez que la créatine, en fait, régulièrement, on a des études qui sont faites dessus. Et là, ça peut être des études assez intéressantes, assez probantes et un petit peu, c'est vrai, qui sortent du contexte de la musculation pure et dure. Pour conclure, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a apporté pas mal de choses. Mais retenez une chose pour la créatine,
La créatine est intéressante, a des effets ergogènes intéressants pour les sportifs confirmés, réguliers, qui ont des phases, qui soient en phase de force ou de masse, d'accord, et pas pour l'athlète, enfin la personne, le sportif du dimanche qui s'entraîne de temps en temps, d'accord. Donc la créatine va avoir un effet intéressant pour ce type de personnes, d'ailleurs pour les personnes qui sont confirmées, d'accord, et qui ont aussi des temps de récupération qui sont relativement courts pour favoriser un petit peu leur performance et leur explosivité. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un pouce rouge si vous voulez, mais j'aime pas trop le rouge. Et n'hésitez pas avec vos commentaires pour faire avancer la machine. Et puis, get ready to be better, comme on dit. Alors, je vous dis à plus tard. Bisous les amis.